Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend la présidence de l'Union africaine. C'était ce samedi à l'occasion du 34e sommet de l'organisation continentale. Le président congolais succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les jeux d'alliance au Niger en vue du second tour de la présidentielle. Plusieurs partis politiques réunis au sein du Front patriotique ont apporté leur soutien à Mahaman Ousmane et notamment le parti d'Ibrahim Yacouba, arrivé 5e au premier tour. Et les inquiétudes de la jeunesse dans le contexte de la crise sanitaire au Cameroun alors que la fête de la jeunesse se prépare. Les problématiques de la formation et de l'emploi se sont accentuées. Des initiatives gouvernementales ont été lancées mais avec des résultats encore insuffisants. Mais tout d'abord, la première allocution à la télévision nationale du nouveau Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah, Premier ministre de transition puisqu'il a la charge de préparer les élections libres pour le mois de décembre de cette année. Originaire de Misrata, Abdul Hamid Dbeibah a été élu vendredi par les membres du Forum du dialogue politique libyen. Il a désormais 42 jours pour former un gouvernement. Dans sa première allocution, le Premier ministre par intérim a appelé à l'unité et au rassemblement autour du nouvel exécutif. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche, événement virtuel cette année en raison de la pandémie. La crise sanitaire était d'ailleurs au programme des discussions avec la question centrale de l'approvisionnement en vaccins qui fait l'objet d'une course effrénée au niveau mondial. Le sujet sera d'ailleurs au cœur de la présidence de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo qui a pris la tête de l'organisation panafricaine ce samedi pour une année. Il succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nathalie Mo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, remplace le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de l'Union africaine. Le dirigeant congolais a débuté son mandat d'1 an ce 6 février 2021 à l'ouverture de la 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un mandat placé sous le signe du développement et du renforcement des acquis de l'organisation panafricaine autour de 9 piliers, la paix, la sécurité et la lutte contre le Covid-19 notamment. Dans une stratégie avec les communautés économiques régionales, nous allons conjuguer nos efforts pour renforcer la paix et la sécurité, poursuivre l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, promouvoir une renaissance de la culture, des arts et du patrimoine africain, lutter contre les changements climatiques, accélérer les projets intégrateurs. C'est dans un contexte de turbulence que le président Félix Tshisekedi va présider l'Union africaine pour l'année 2021. Si sa nouvelle fonction va établir son image sur le continent, des observateurs attendent que le chef d'État congolais emploie son mandat à faire avancer la résolution des conflits politiques et sécuritaires qui minent son pays, la République démocratique du Congo. Nous devons continuer à implémenter les réformes institutionnelles nécessaires pour faire de l'Union africaine une organisation souveraine. En ce moment où l'Afrique du Sud passe le relais à la République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à collaborer avec le président Tshisekedi pour s'assurer que l'Afrique devienne un continent intégré et politiquement uni, en respect des idéaux et de la vision de la Renaissance africaine. L'année écoulée a été pleine de défis pour les pays du continent africain. La pandémie de Covid-19, les restrictions dues à cette pandémie et leurs effets sur les économies, mais aussi la montée des crises sécuritaires ont marqué l'année 2020 sous la présidence de Cyril Ramaphosa à l'Union africaine. Le vœu du président sortant de l'organisation panafricaine, renforcer l'intégration continentale et poursuivre les réformes de l'Union africaine.
Dans l'actualité également, l'échec des négociations pour la tenue des élections en Somalie, alors que les scrutins présidentiels et législatifs ont été fixés au 8 février. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed n'a pas réussi à obtenir un compromis des 5 États régionaux, des désaccords qui concernent principalement le Jubaland et le Puntland. Pour rappel, un accord avait été conclu en septembre 2020 pour l'organisation d'élections avant la fin du mandat de l'actuel président. Au Niger, les jeux d'alliance se poursuivent en vue du second tour de la présidentielle prévue le 21 février. Ce vendredi, le candidat Mahaman Ousmane a reçu le soutien du Front patriotique, une coalition de partis, dont le MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yacouba. Ibrahim Yacouba qui était arrivé 5e lors du premier tour. Reportage de notre correspondant Sadou Elize Mokhtar. Le Front patriotique, présidé par Ibrahim Yacouba, candidat du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, arrivé 5e lors du premier tour de la présidentielle, avec 5,38% des suffrages, a décidé d'apporter son soutien au candidat Mahaman Ousmane lors du second tour. Dans une déclaration commune avec le candidat indépendant Amadou Seydou Issoufou et une dizaine d'autres formations politiques, le Front patriotique a fait le choix du changement. Le Front patriotique appelle-t-il l'ensemble de ses militantes et militants et au-delà l'ensemble du peuple nigérien à voter massivement le candidat Mahaman Ousmane afin que les Nigériens retrouvent enfin l'espoir, le chemin de la dignité, de la sécurité, de l'unité et de la souveraineté nationale, ainsi que le progrès économique, et de rompre avec le rang déshonorant du dernier de la planète. Le second tour de la présidentielle se joue entre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, arrivé en tête lors du premier tour avec 39,30% des voix, et l'ancien président Mahaman Ousmane du RDR Tchengi ayant obtenu 16,9%. Le choix de la candidature du président du RDR Tchengi, Mahaman Ousmane, est la suite logique de l'engagement pris par le Front patriotique avec les partis membres de la coalition CAP 2021. Peuple nigérien, j'ai un message pour vous. N'ayez peur de rien ni de personne. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et Dieu a donné le pouvoir au peuple et nous avons un peuple qui veut vraiment le changement. Je voudrais dire au peuple de ne pas avoir peur. Le jour du vote, le 21 février, nous avons un seul choix. Et ce choix est El Hadi Mahaman Ousmane. 7,4 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes pour ce scrutin qui aura lieu le 21 février 2021. Démarré le 31 janvier 2021, la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle prendra fin le 19 février 2021. L'actualité économique à présent est la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui renforce son contrôle des changes conformément aux conditions du programme avec le FMI. Les États de la sous-région transmettent désormais leurs contrats et conventions minières à la BEAC. Entre fin 2019 et septembre 2020, la BEAC a ainsi reçu 139 contrats. L'objectif de ce contrôle est de permettre une meilleure maîtrise des mouvements de devises des compagnies. En Éthiopie, le gouvernement a lancé ce dimanche la construction d'un projet ferroviaire, un projet destiné à améliorer le transport du pétrole. En raison de son enclavement, l'Éthiopie est dépendante de Djibouti, pays voisin, pour l'importation de ses produits pétroliers. Joël Maribalo. Le gouvernement éthiopien a lancé le 31 janvier 2021 les travaux de construction d'un projet ferroviaire. À travers la concrétisation de ce plan, le gouvernement nourrit l'ambition d'améliorer les services de fret pétrolier dans ce pays d'Afrique de l'Est. Exécuté par la China Civil Engineering Construction Corporation, ce projet ferroviaire va permettre de relier la ville d'Awash au centre de l'Éthiopie et la nation portuaire de Djibouti.
Lorsqu'il sera achevé, il améliorera considérablement l'efficacité du transport du pétrole, renforcera la capacité d'exploitation du dépôt pétrolier et soulagera la pression de l'approvisionnement en pétrole en Éthiopie. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre de l'aspiration de l'Éthiopie à relier des lignes ferroviaires stratégiques. C'est pourquoi ce projet comprend également la construction de la gare d'Awash qui vient renforcer la connexion entre la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti et la ligne Awash-Kombolcha-Voldia. On va facilement évacuer le pétrole brut ou raffiné des zones de production vers des zones de consommation. Addis Abeba va être connecté à un pays frontalier comme Djibouti, ce qui n'est plus le prélude, mais plutôt une réalisation concrète des desiderata des pères fondateurs de l'Union africaine. La ligne ferroviaire, qui doit être achevée d'ici 12 mois, devrait atteindre une capacité de livraison annuelle de 1,3 million de tonnes pour assurer l'opération de 2 trains pétroliers par jour. À long terme, sa capacité de transport devrait passer à 6 trains par jour au plaisir des populations qui vont bénéficier de divers services de fret, y compris le transport de denrées périssables, de véhicules, de céréales et d'engrais. Les projets verts des entreprises ivoiriennes reçoivent un soutien financier. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a signé une convention en ce sens avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. 1,64 million d'euros vont être alloués au projet d'énergie renouvelable. Samantha Saberou-Sabubanga. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne et l'Agence française de développement ont décidé d'appuyer financièrement les projets verts des entreprises dans l'adoption des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans leurs activités. Les deux partenaires proposent une assistance de 1,64 million d'euros pour accompagner les entreprises ivoiriennes à réaliser les changements nécessaires. Ce financement vert a pour but de travailler avec les banques locales dans le pays à faible revenu. Ce programme résout 4 gros problèmes. Le premier problème, et je crois que c'est le plus important, c'est le financement des PME-PMI. Sur le continent africain et en Côte d'Ivoire en particulier, il y a un potentiel économique très important, mais les fonds pouvant permettre à ce potentiel d'éclore sont très rares. Les banques traditionnelles ne jouent pas le jeu. Pour des raisons déjà de politique de prêt, qui demandent tellement de garanties que les PME-PMI ne peuvent pas les donner, parce que si elles pouvaient les donner, finalement, elles n'auraient pas eu besoin de prêts. Les fonds sont destinés à accompagner les promoteurs privés d'investissement et à mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des différents publics, investisseurs potentiels et du reste de l'écosystème ivoirien. Ses principaux alliés seront la Société Générale Côte d'Ivoire, CGCI et la nouvelle Société interafricaine d'assurance. Donc, ça ne doit pas être un élément qui va être un élément super booster de l'économie ivoirienne, il ne faut pas se leurrer parce que les problèmes sont très importants, mais c'est déjà une bonne action, c'est déjà des gens qui vont pouvoir monter leur structure et travailler, qui vont donc sortir du chômage, et c'est des jeunes qui vont trouver du travail, qui vont sortir du chômage. Et si sur 1000 jeunes, vous en sortez 10, c'est déjà 10 de sortie, il vous en reste beaucoup encore, mais vous en avez déjà sorti 10. Rappelons que dans la mise en œuvre des projets écologiques de la Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement avait déjà alloué une enveloppe à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2019 à ses partenaires banquiers ivoiriens pour accompagner les entreprises. Ce programme est également mis en œuvre dans plusieurs autres pays africains, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Namibie et enfin la Tunisie. Le Cameroun se prépare à célébrer la fête de la jeunesse le 11 février prochain. Mais cette année, une difficulté de plus s'est rajoutée. Il s'agit de la crise sanitaire. La pandémie et les restrictions liées ont eu de lourdes conséquences sur la scolarisation des jeunes, mais également sur l'emploi. Marie-Raphaël Dolo. Au Cameroun en 2020, l'avènement de la pandémie de la Covid-19 a hypothéqué la scolarisation de plus de 7,2 millions d'élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire. Une situation qui accentue la problématique de l'éducation et de la formation qui reste un défi pour les autorités de ce pays. Les chiffres indiquent que la part des dépenses d'État consacrées à l'éducation reste insuffisante. Elle atteint difficilement 6% du PIB national tel que prescrite par la norme mondiale. À côté de cela, le décrochage, la déperdition, les crises sécuritaires dans certaines régions du pays restent un frein majeur à la scolarisation des enfants et des jeunes. L'État est le
principal employeur au travers de la fonction publique. Mais il faut se le dire sans risque de se tromper que toute la jeunesse n'ancrera pas dans les grandes écoles normales pour être des fonctionnaires d'État. Pourquoi? Parce que à un moment donné, l'administration ou alors la fonction publique constitue un véritable mammouth improductif. Il faut créer un véritable cadre de dynamisme, de pragmatisme et d'entrepreneuriat de sorte à ce que les jeunes puissent entreprendre et sortir de l'ornière du chômage. À quelques jours de la célébration de la 55e édition de la Fête de la Jeunesse, la question de la qualité de l'éducation et son corollaire sur l'insertion professionnelle sont au centre des débats initiés en marge du 11 février. Selon certains experts, l'accès à l'emploi pour les jeunes pourrait être amélioré si des efforts sont faits dans le sens de la professionnalisation des enseignants depuis le cycle primaire. Il y a tout simplement une question pour les jeunes de s'informer sur ces différents programmes, ces différents modules qui permettent à ce qu'ils puissent ancrer naturellement en contact avec les fonds qui sont en lieu pour financer leur économie. Donc, mais il reste un petit travail à faire, c'est un travail de communication. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont en milieu ruraux et ceux qui sont en milieu urbain n'ont pas la même primeur de l'information. Le travail qu'il y a à faire, c'est un véritable travail de communication et je pense que le tour sera joué. Bien qu'insuffisantes, plusieurs initiatives gouvernementales sont employées pour répondre aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, de formation et d'emploi. Le projet Youth Connect lancé en 2020, le programme des 445 bourses de formation professionnelle aux jeunes, ainsi que d'autres projets de formation professionnelle ont de plus en plus de succès auprès des jeunes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.